Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé et sur la radio des défis, sur nos plateformes digitales également. Bienvenue à votre décryptage. Le décryptage de la semaine, c'est en compagnie bien évidemment de notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, qui est déjà à nos côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes. Voilà. Tout à fait. Et ils sont bien nombreux. Agapit Napoléon Maforican, nous avons eu droit à des plateaux animés. Aujourd'hui encore, en ce qui concerne le programme Dimanche, c'est politique. François Xavier Noumon recevait donc l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin, qui est en fin de mission d'ailleurs. Hachim Troster a répondu donc aux questions de François Xavier Noumon. Il a apprécié justement globalement la gouvernance de Patrice Talon avant d'aller dans le fond, dans le contenu justement de ces échanges. Agapit Napoléon Maforican, pourquoi il parle maintenant? Mais dites-moi, vous êtes père? Je le suis. Vous l'avez fait? Vous avez eu droit à des souhaits? Tout à fait. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on salue? Bon, je pensais le faire. Comme c'est la famille, quand même, tout ce qui a trait à la famille est toujours important. Et donc, voilà, vous êtes père, j'en suis un. C'est sûr que beaucoup de pères nous suivent et j'espère qu'ils ont passé une bonne et agréable journée en famille. Et ils ont eu de bons souhaits, peut-être quelques bons mots de leur épouse, fille, fils, parents, voilà. Donc, c'est toujours intéressant. Ce n'est toujours pas facile quand même. Bonne fête à tous les papas. Donc, bonne fête à nous. Voilà. Mais la journée est terminée, donc j'espère que chacun a pu tirer tout au moins une satisfaction. Même si personnellement, bon, voir ces journées, je trouve toujours que c'est pour plus vendre des gadgets que autre chose. Mais il y en a qui concernent un peu. Tant que ça a trait à la famille, ça a trait à quelque chose de plus éthique, bon, je dis toujours que c'est bon. Tout ce qui peut permettre à la famille de se réunir est toujours une très bonne chose. Tout à fait. Donc, voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Parlant des plateaux, oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Oui, maintenant parce que en termes de timing, c'est toujours le bon moment. Lorsque vous êtes diplomate accrédité dans un pays, vous ne pouvez pas vous mettre à parler un peu à tort et à travers, et surtout apprécier ouvertement, publiquement la gouvernance du pays, et surtout lorsque vos propos ne sont pas nécessairement dans le sens que tous veulent, dans l'absolu. Quand un diplomate dit que le Bénin, dans un processus démocratique, on doit appuyer le Bénin, renforcer son projet, bon, tout ça, c'est un langage purement diplomatique. Mais lorsqu'on dit on soutient les réformes, de manière aussi claire, on salue les réformes, on salue, oui, ça fait mal, mais c'est pour demain, c'était très engagé. Et pour se permettre cela, il faut avoir du cran, l'ambassadeur du cran, parce que c'est pas facile. Donc hier ou maintenant, il a choisi son moment, le moment de partir. Il aurait pu le dire à tout moment, mais il a choisi parce que c'est peut-être le meilleur moment de le dire. Très bien. On avait entendu quand même, avant justement cet entretien, on avait entendu quelques propos de l'ambassadeur qui laisse derrière lui un pays quand même en plein processus de développement. Il reconnaît ce qui a été fait. Hachim Troster insiste tout de même sur le changement des mentalités. Quelqu'un avait eu pour engagement cela, ça n'avait pas réussi. Apparemment, ça touche quand même l'allemand. Oui, ce qui touche l'allemand, c'est les réformes, il a dit. Tout à fait. Et le succès de ces réformes, la fermeté, la rigueur qui entoure ces réformes et les premiers résultats qu'on commence par avoir. Il est évident, vous ne pouvez pas vous y soustraire. L'évidence, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez ce qui se fait, vous ne pouvez pas ne pas être admiratif donc des résultats. Donc, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de répéter pour ne pas ennuyer nos téléspectateurs, auditeurs, autres, parce que je dis l'Allemand est un pays qui connaît la rigueur. L'Allemand est un pays qui connaît la fermeté. L'Allemand est un pays qui s'est reconstruit mentalement, économiquement, politiquement. L'Allemand était un pays 2 fois meurtri en moins de 100 ans. Hein, sinon, pour ne pas dire en moins de 50 ans, l'Allemagne a connu 2 guerres qui l'ont fragilisé, qui l'ont anéanti, qui l'ont cloué au pilori, on peut le dire, qui l'ont divisé. Il y a eu 2 Allemagnes à un moment donné. Il y a eu le mur de la honte, le mur de Berlin, hein, qui pendant pratiquement 20 ans, 61 à 89, 18 ans durant, hein, ce mur
a divisé les Allemands. Imaginez des familles qui se sont rendues, vous quittez Cotonou, et après vous quittez Calavi, vous allez à Papa, en quelques heures, c'est bloqué. Vous ne pouvez plus retrouver vos enfants. Votre épouse est de l'autre côté. Et ça a meurtri, ça a divisé l'Allemagne pendant 18 ans. Ne vous oubliez pas. Mais le pays, entre 89, où le mur a chuté, et 90, où la réunification a été actée, vous allez voir, il y a eu quand même du travail. Et vous voyez l'Allemagne après, aujourd'hui, mais vous passez par là où le mur était, vous ne pouvez même pas. En 2000 déjà, vous passez là, vous ne voyez plus grand-chose. On a laissé quelques petites traces pour l'histoire. C'est dire que c'est un pays qui connaît la rigueur, qui est parti du plus bas niveau possible après la Deuxième Guerre mondiale notamment, et qui aujourd'hui est la première puissance économique de l'Europe. C'est pour vous dire combien l'Allemand qui parle sait de quoi il parle. Et lorsque vous regardez avec nos pays, on parle de l'Allemagne, parlons du Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans la même condition. Aujourd'hui, le Japon est une puissance économique. Donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, progresser, émerger lorsqu'il n'y a pas quelques sacrifices à faire. Et lorsque vous êtes au fond du trou, il ne s'agit pas de dire qui va me sauver. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je ne me bats pas pour pouvoir me positionner, pour pouvoir demander l'aide. Si je lâche, je me noie. Donc, nous avons lâché pendant longtemps et surtout, nous avons cru à des slogans. Et le Bénin, le pays qui a gratté la tête pendant longtemps, et puis après le Bénin, le pays phare de la démocratie. Vous rentrez à l'intérieur de manière concrète. Qu'est-ce que nous avons réussi à bâtir? Quelle éthique nous avons réussi à faire prévaloir? Quel modèle béninois nous avons vendu? En réalité, de l'intérieur, c'était un château. De dehors, vous voyez un château, vous rentrez, c'est un château sur du sable qui ne pourrait pas prospérer. Donc, alors, quand vous demandez le changement de mentalité, ce qui s'est passé en 6 ans, en 5 ans, il faut y croire. Il faut y croire. Et ceux qui ont porté ce projet en 2015-2016, il faut dire que c'est peut-être des prophètes. Parce que c'était pas si évident que ça. Hein, quand vous l'avez vu, Boni-Yayi fonctionner, quand vous l'avez vu, constater que le changement n'a pas marché, que nous devons aller à la refondation. Et que vous avez vu comment tout ça est devenu une grosse cacophonie. Vous ne croyez plus concrètement que grand-chose pourrait être fait dans ce pays. On a l'impression qu'on a déjà touché le fond. Et que, bon, rien, le pays, ici, il y a le Bénin, quoi, on ne peut rien changer. Et surtout, si vous avez entendu une fois, si vous êtes prêt, je suis prêt, c'est que, voilà. Non, pas que ça, parce que le Boni-Yayi, quand quelqu'un dit si vous êtes prêt, je suis prêt, mais quand Boni-Yayi est arrivé, l'une des phrases qu'il a utilisées le 6 avril 2006, il a paraphrasé cet auteur qui disait que le changement ne peut advenir dans le monde que si vous-même vous y travaillez. Si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Exactement. Donc, le principe est là. Vous ne pouvez pas changer le monde sans vous changer. Donc, il y a un travail interne personnel à faire. Ça ressemble à si vous êtes prêt, je suis prêt peut-être, mais ici, c'est un appel à une prise de conscience personnelle, individuelle de chaque Béninois pour qu'ils comprennent. Et quand vous avez vu les valeurs sur lesquelles Boni-Yayi avait mis l'accent en 2006, au moment où il prenait service, c'était quand même des valeurs de travail, c'est les valeurs de l'humanité, c'est les valeurs de partage, c'est les valeurs de réforme. Donc, il a ciblé. Après, dans la mise en œuvre, ça n'a pas fonctionné. Il s'est heurté aux premières résistances. Il n'a pas su gérer entre ses propres propensions, disons, de populistes et peut-être de patriarches, et donc entre le populisme patriarcal ou bien patriarchique, je ne sais pas si je peux me le permettre, et la rigueur ferme dont il pouvait faire preuve, il est tombé de l'autre côté. Et n'empêche, deux affaires sont venues perturber le quinquennat, a fait ici, a fait dans Ivor, mais d'accord, ok, il est reparti de plus belle, le changement n'a pas marché, on ira à la refondation, et avec également une littérature politique, en tout cas dans le discours, qui tenait un peu le rang. Alors, mais après, on n'a pas eu. On n'a pas eu parce que lui-même, il y a une organisation interne. Si vous voulez changer le monde, changez vous-même. C'est que du côté du chef, lui-même, il manquait peut-être cette rigueur
avec le recul, on le voit parce que ce que nous pensions que ça ne pouvait pas facilement venir, on l'a vu que ça arrivait. J'étais à l'autorité de lutte contre la corruption. On voyait on transmettait les dossiers, on n'avait pas de suite. On se disait, mais carrément, mais ça, c'est pas possible, ce pays n'est pas réformable, c'est pas possible. Et puis après, on a vu, en 2016, un gouvernement où le président dit, lui, il s'est préparé à la fonction et il est prêt à y faire face. Et tout de suite. Alors, ici, il n'a pas eu besoin d'une autorité de lutte contre la corruption. C'est qu'il est déjà dans l'action, à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand les gens attaquent la criette, pourquoi ils attaquent la criette? Parce que la criette s'attaque au cœur même de ce qui nous fait passer pour un pays de pagaille. Le cœur, c'est les dilapidations de fonds, c'est le blanchiment, c'est le terrorisme financier à l'interne comme à l'externe. C'est des compromissions, c'est un certain nombre de comportements liés à l'argent, liés à la voie, à la gestion publique. Et à la gestion publique. Donc, du coup, ça fait très mal parce que c'est le cœur même de l'affaire. C'est une transaction qui va, qui vient, et presque tout le monde est concerné. Je dis presque tout le monde. Du planton jusqu'au ministre, pour ne pas dire. Il n'y a même pas. Il a dit que même il a attaqué les institutions. Lui déjà. Donc ça veut vous dire quoi? Il y avait un changement de mentalité à opérer. Le président Talon a réussi. Il a réussi. Par quelle alchimie? Je ne suis pas de Sérail, mais je constate simplement que il sait où taper. Et il sait comment taper. Il s'est entouré d'abord de ministres, pas de briscards politiciens, en dehors de Biotchane et de Koupaki, qui eux-mêmes, Koupaki d'ailleurs n'avait pas de parti, c'était lui, Biotchane, n'avait pas de parti, il a créé ABT, Alliance. Donc, quand vous les regardez, ce n'est pas non plus des politiciens rompus, c'est des gens. C'est tout de même des technocrates. C'est des cas de la BCAO, les deux, qui ont peut-être, qui sont restés autour du président. Quand Biotchane, quand Koupaki venait autour de Boni Yahi, c'était pour tenir les finances. C'était pour tenir les finances. Donc c'était le cadre de rigueur. C'était le patron de la BCAO qui venait, avec son patron de la BCAO qui arrivait pour tenir les finances. Et puis après, l'entourage présidentiel faisant, Boni Yahi a changé, l'a amené au plan, et puis bon voilà, coordonnateur de l'action gouvernementale. Et puis ça a fonctionné un peu comme ça. Sinon, c'est un technocrate. Donc, vous regardez Biotchane, globalement, il n'a fait que, quand vous le regardez, BCAO, Fonds monétaire international, BOAD, c'est plutôt des fonctions techniques. Donc, alors, quand vous laissez les deux, qui est le vieux briscard politique autour de Patrick Talon, vous ne voyez pas. Donc, l'action politique, mais l'entourage est technique. Et donc, le président a imprimé son dynamisme, sa vision à son équipe. Mais si on vous demande même de me citer avec un rythme rapide nos ministres, vous ne pouvez pas voir. Parce qu'il y en a que vous voyez tellement très peu que vous ne pouvez pas. Ils ne marchent pas. Ils ne vont pas faire la baisse. Ils ne chantent pas. Ils ne descendent pas dans les week-ends tout le temps. Donc du coup, ils ont changé l'approche. Je ne dis pas que l'autre était totalement mauvais. C'est une question d'approche. Mais eux, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans les dossiers. Conseil des ministres qui durait parfois 24 heures, 112 heures, 48 heures, 112 heures. Parfois une semaine. Ici, c'est en 4 heures. Ou 2 heures ou plus, à 15 heures, vous avez le résultat. Et donc, il a changé. D'abord, lui-même, dans son entourage, autour de lui, le palais. C'était plus une pléthore de collaborateurs. Vous voyez, apparemment, il n'a même pas eu de conseil technique. Il n'avait que des chargés de mission, 2 ou 3 ou 4. Conseil spécial, hein. Et puis, bon, je ne sais pas, pas beaucoup. Vous regardez peut-être, pas vraiment 20, globalement, mais on en avait tellement avant. C'est même pas allé à 20. Il n'avait pas 10e. Donc, c'est de vous dire quoi? Il avait une approche de gestion. Il a une approche de gestion qui, déjà, montre le changement. Alors, au niveau de l'administration, les gens ont compris. Tant que la locomotive marche, et à un rythme, les wagons n'ont pas le choix. Donc, les ministres ont pris le pli. Et donc, progressivement, avec l'impunité qui a commencé par se faire sentir, les gens ont compris, ah, cette affaire va changer. Lorsqu'on devrait aller aux réformes politiques, et que les gens ont retourné la Constitution, ont retoqué le projet, de révision 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Il a contourné. Il a contourné pour aboutir au même résultat, sauf le mandat unique. On est allé aux réformes politiques de toutes les façons. Et les Béninois se sont rendus compte, même l'opposition, qui a participé au séminaire, aux rencontres, aux débats, au vote, à la mise en œuvre. Comment vous voulez qu'un pays, qu'un diplomate, quand même, de ce pays de rigueur, où on travaille,
où on produit des résultats, hein, où on sait ce que c'est que travailler, comment vous voulez qu'il ne soit pas, qu'il n'apprécie pas une telle fermeté. D'ailleurs, c'est pas comme pour aller aux élections de 2019. Il voulait bloquer l'appareil, il ne voulait pas. Loi, tout ce qui s'est passé au Parlement, loi dérogatoire, il ne voulait pas. Donc, du coup, bloquer l'appareil, revenir en arrière, gouvernement d'union nationale, machin, assise nationale, un peu, on a remis sur le tapis toutes ces histoires-là. On a compris que ça n'a pas touché. Donc, comme changement de mentalité. Alors, on ne peut qu'être sidéré lorsque vous êtes, même de l'intérieur. Alors donc, celui qui est de l'extérieur et qui fait une analyse vraiment objective de la situation, avec beaucoup de hauteur, sans langue de bois, et surtout sans vouloir jouer au pater, je pense qu'on ne peut que tomber sur un tel résultat. Très bien. L'ambassadeur a parlé. Effectivement, il a parlé des réformes politiques. Il a quand même estimé, il est revenu sur quand même le nombre de partis politiques que connaissait le Bénin, 200 et quelques partis politiques que connaissait le Bénin, et qu'aujourd'hui, on est quand même à un assainissement du paysage politique au Bénin, justement, Agapit Napoléon Maphorican. Mais en ce qui concerne, c'est vrai, il vous rejoint tout de même en ce qui concerne la lecture qu'on devrait, ou qu'il est permis d'avoir sur les limitations de mandat, parce qu'il vient quand même d'un pays qu'on connaît, 16 ans presque pour la chancelière allemande. On connaît comment le chancelier est choisi. Avant Merkel, il y a eu Schröder qui a fait la transition. Comme je vous l'ai dit, élu sur un programme des social-démocrates, il a carrément gouverné. C'est le parti un peu dans la réforme, hein, conduit l'Allemagne un peu vers la modernité, et moderniser un peu les structures. Il n'a pas été totalement aimé dans son camp parce qu'on a estimé qu'il a fait une politique de droite après s'être fait élire avec un programme de gauche, mais lui-même, je pense qu'il doit aimer un peu les affaires aussi, puisqu'il s'est retrouvé à la tête d'une affaire de gaz avec la Russie. Bon, alors ça, c'était pour l'histoire. Donc, mais avant lui, il y avait Helmut Kohl, qui a fait également pratiquement 18 ans, et 16 ans aussi, 16-18 ans. Voilà. Donc c'est pour dire, en Allemagne, le mandat du chancelier n'est pas limité. Tout comme le mandat du premier ministre britannique n'est pas limité. Tout comme le mandat du président du conseil italien n'est pas limité. Tout comme le mandat du premier ministre français n'est pas limité. Le mandat du président français n'a été limité que tout récemment, en 2007, lorsqu'il a, sinon, c'était un septennat renouvelable. Et François Mitterrand a fait les 2 septennats. Donc, s'il était encore en fréquence, il aurait peut-être eu un 3e septennat. C'est dire que la limitation du mandat n'est pas le fond, ou le vrai fondement de la démocratie. Ce n'est pas une exigence purement démocratique. L'exigence démocratique, c'est des élections régulières qui permettent de remettre le mandat en jeu. Maintenant, les pays choisissent. Si vous choisissez les États-Unis n'avaient pas de limitation de mandat. Jusqu'on a vu le président Roosevelt en fauteuil roulant après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est qu'après là qu'il y a eu cette question donc, de limitation. Même les États-Unis n'avaient pas de limitation de mandat. Donc tout ce qui était grande démocratie ne limitait pas le mandat. On estime que si c'est le peuple qui élit et qui vous le soumettez votre projet, mais si il valide, mais il faut continuer. Parce que exactement, Achim Trosser, l'ambassadeur, trouve que si la démocratie est dynamique, ça marche bien, la limitation, on ne devrait pas s'en référer en réalité. Maintenant, il faut faire attention, parce que effectivement, il y a qu'on instrumentalise aussi les tests. Bon voilà, nos parlements parfois de régime de parti unique qu'on essaie de manipuler. Et puis bon voilà, le président à vie qui finit, qui donne à son fils, qui finit, qui donne à son... Bon alors là, si on doit rentrer dans ça, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver un juste milieu. Il faut faire le débat. Il faut discuter, peut-être tous les 20 ans, enfin, à période, peut-être à une génération, hein, à une période générationnelle, il faut toujours peut-être faire le débat pour savoir quel est le modèle qu'il faut. Vous voyez, comme je vous dis, la France a eu la constitution de la 5e République en 1758. Et puis Charles de Gaulle a compris que, bon voilà, non, il était allé trop loin. En 61, il a fait amender la constitution pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Exactement. Direct, il ne veut pas les histoires de parlementaires, et puis non, lui il veut garder la main, et il s'est donné une constitution. Il veut se soumettre au peuple, hein. Il veut que le peuple soit exactement, le seul et que quand il a le pouvoir, qu'il l'exerce clairement, donc du coup,
C'est le cas français, c'est un cas typique de la démocratie européenne, parce que quand vous voyez le président français est trop pesant face au Premier ministre, et lorsque, même s'ils sont en cohabitation, mais c'est pas facile, parce que lui garde la défense et la relation internationale, l'autre garde les affaires intérieures, et parfois quand ils sortent, sur les questions de coopération, vous avez le développement, vous avez le Premier ministre qui intervient, et sur les affaires de la défense et des échanges internationaux, vous avez encore, au niveau du commerce, vous avez encore le président. Donc parfois, ils ont des domaines où ils cohabitent clairement en termes de domaine d'action. Et moi, j'ai encore en tête ce sommet France-Afrique à Lomé en 86, c'est où carrément Chirac et Mitterrand, c'était quand même, quand l'image, vous regardez ça, il faut vraiment être un visionnaire politique pour imaginer ce que chacun pensait. Donc, c'est dire que c'est complexe. C'est un système façonné par Charles de Gaulle, qui n'aurait jamais imaginé qu'on puisse cohabiter, qu'il peut y avoir un Premier ministre de gauche et lui de droite. C'est inimaginable, ce système. Et pourtant, en 86, c'est advenu. C'est advenu, et progressivement, les Français se sont habitués, et peut-être ils n'ont fini par l'aimer. Parce que de 86 à 2002, la France a connu 3 cohabitations, ce qui est quand même bizarre. Et donc, finalement, ils ont changé le système, et avec 5 ans, un mandat de 5 ans, le Parlement, dès que le président de la République est élu, le Parlement, les élections législatives suivent en même temps, les mandats étant alignés. Donc, ça permet quand même au président de la République d'avoir disposer du quinquennat pour travailler. Et on a vu François Hollande passer un quinquennat où pratiquement le Parlement était en ébullition. Mais bon, il avait sa majorité, et puis sa légalité de légitimité aussi, et puis donc ça lui a permis de continuer, et donc de gouverner parfois contre ses ministres, contre son propre camp sur les 5 ans. Donc ça veut dire que, en réalité, il n'y a pas la constitution parfaite. Il y a un temps. On a demandé à l'autre quelle est la meilleure constitution, pour quel peuple, à quelle période, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de constitution parfaite, il y a que chacun essaye donc de regarder son environnement et de lui donner un modèle qui satisfasse les besoins de moment. Une génération après 5 ans après, 30 ans après, il est important peut-être de questionner le modèle pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Il n'appartient pas à des groupuscules de demander des assises nationales, des assises. Non. Normalement, ça vient naturellement parce qu'un besoin d'assises arrive. Ça fait sentir. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Maforgan, puisque nous parlons donc des réformes politiques, on a quand même eu droit, on parlait de ce qu'on disait, que bon, on avait connu quand même de plus de 250 partis politiques. Aujourd'hui, on est quand même à près d'une quinzaine. Est-ce qu'on ne coupe pas le risque d'aller toujours à cette floraison dans quelques années? Aucun risque. Aucun risque parce qu'ils disparaîtront autant qu'ils naîtront. Ils disparaîtront autant qu'ils naîtront. S'ils ne participent pas au-delà des élections de manière régulière, ils disparaîtront. Donc, il n'y a pas de risque. En tout cas, le risque est... Mais vous savez que avant, on avait également des tests. Si on les appliquait, on pouvait connaître quand même la mort de certaines, la dissolution de certains partis politiques, mais ça ne se faisait pas. Mais ce qui a changé aujourd'hui, justement, c'est que ça va se faire. Et c'est ça la différence avec ce que nous faisions aujourd'hui, tous avant. Parce que là, vous savez, quand vous regardez la charte, quand vous regardez aujourd'hui le système électoral, aujourd'hui, c'est la Sénat. La Sénat a une partie de la main, le ministère de l'Intérieur a une partie de la main. Aujourd'hui, nos partis ne peuvent plus fonctionner comme ils fonctionnaient avant. Et n'oubliez pas, nous sortons progressivement du parti unipersonnel. Moi, j'ai salué la démission donc, de Mme Prudencio, de la tête de son parti, qui, pour moi, c'est le modèle du parti unipersonnel. C'en est un. Elle est chef de son parti, elle décide de qui entre, de qui sort, c'est vrai. Mais, depuis un temps, elle démocratise le parti. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre, et je pense que la meilleure manière de s'ouvrir, c'est de passer l'alternance à la tête, ce qu'elle vient de faire. C'est sûr qu'elle garde toujours la main, c'est sûr qu'elle est tout dans l'environnement. Mais le fait déjà de quitter la tête, pour montrer qu'elle peut ne pas être présidente du parti, c'est déjà un pas. Après, maintenant, c'est sûr qu'il y a une idée derrière, une idée politique derrière, c'est sûr. C'est sûr qu'elle ne lâchera pas l'appareil, mais de quitter est déjà un pas. Ne soyons pas naïfs, mais
reconnaissons déjà que de quitter, c'est déjà courageux. Vous voyez, votre propre fils, vous ne pouvez jamais lire ce qui se passe dans sa tête. À plus forte raison, un militant, quelles que soient les relations que vous avez, elle a passé la main par un parent. C'est pas un parent. Tout à fait. Donc, c'est un militant. Quelles que soient les relations qu'il les lie, ce n'est plus la même personne. Et si elle est présidente d'honneur, je ne pense pas que le président d'honneur participerait systématiquement aux réunions de la direction du parti. Je ne pense pas. Et même si elle chuchote à Madame de Chacus, c'est bien, hein? Oui, de Chacus, Sylvie. Voilà. Si elle lui chuchote de dire telle chose, elle est psychologue, elle est professeure d'université, elle peut dire la même chose, pas de la même manière. Ça va fâcher l'autre. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils ont beau être jumelles, amis, parents, tout ça. Alors, moi, je salue son courage. Je salue le courage de Mme Présidente. Mais j'ai bien l'impression que c'est devenu quand même un mode. Lequel? Être président d'honneur. Parce qu'on a connu, je vous fais la question à Gabi Napoléon Mafourguin, on a connu, avec le parti, par exemple, le parti Les Démocrates, Boniya est président d'honneur. On sait que justement, avec certains observateurs, ont exposé clairement aussi, et certainement vous aussi, que l'autre n'avait pas la main. Éric Mouleté, il est seulement président du parti parce qu'on a vu un certain nombre de choses. J'ai bien l'impression que ça ne devienne, voilà, je ne sais pas, on s'habitue peu à peu, on quitte la tête, on devient président d'honneur, mais on garde toujours le fil, la corde. Où est le parti, les démocrates? Il ne peut pas. Il ne peut pas. On ne peut pas gouverner. Ils ne peuvent pas gouverner, hein, et par procuration. On ne peut pas gouverner. On ne gouverne pas par procuration. Ce n'est pas possible. Donc, où est le parti des démocrates aujourd'hui? Nulle part. Regardez ces partis qui ont fait des présidents d'honneur, ils sont où? Un président d'honneur ne gouverne même parti. Il est là pour l'honneur. Donc, il a beau tenir la corde, le parti ira à la perdition. Si vous pensez que les militants, quand les membres du bureau sauront que le président du parti n'est que l'instrument ou l'outil du président d'honneur, vous pensez que tous aimeraient? Ils n'aimeraient pas. Après, il est évident que c'est une alchimie qu'il faut réussir en gardant le regard, en écoutant sagement ce que le président d'honneur a à vous dire. Ici, on a même un duo d'honneur. Parce qu'il y a Madame la Présidente qui est présidente d'honneur, il y a Maître Cyril Dupuis qui est donc déjà, ce qui est déjà un peu alambiqué. Mais bon, voilà, on verra bien. Mais comme je dis, c'est déjà un gros pas, un grand pas. Et ça, c'est à saluer. Je ne sais pas si Madame, elle a vraiment, elle apprécie, elle a bien analysé les contours. Mais ça montre quoi? Ça montre que quelque chose se change, c'est en train d'être changé. Autrement, vous avez parlé des démocrates. Les démocrates seront encore là? Si c'était si facile. Bon, les démocrates sont toujours là. Vous les voyez où? Non, ben ils sont perturbés aujourd'hui. Non. Attention dit qu'ils se préparent. Bon, oui, vous allez voir, mais c'est pas bon qui prendra à moins qu'ils deviennent président directement. Sinon, ils sont obligés de faire leur mur. Ils ne peuvent pas continuer à recevoir à se faire, disons, instrumentaliser. Enfin, je parle de la gouvernance par procuration. Ça dit qu'ils sont là, quelqu'un donne des ordres, et eux, ils vont marcher. Ils ne sont quand même pas des animaux. J'espère bien qu'ils savent réfléchir et qu'ils savent que l'action politique est une action quand même de conquête du pouvoir. Et que ça ne peut pas, se laisser comme des bêtes de somme à l'humeur de quelqu'un et qui les tourne, les retourne à profusion. Non, pas du tout. Du coup, ce parti, soit il se réforme avec des dirigeants sérieux, réels, pas ceux qui reçoivent des instructions pour fonctionner. Et là, ça va marcher. Ou alors, ils auront le terrain, parce que ils se sont fait vraiment quelques publicités. Alors, ça peut marcher. Mais s'ils vont continuer sur cette lancée que vous voyez là, ça ne tournera pas. Ça ne tournera pas, tout comme si, au niveau de l'UDBN, si les militants ont l'impression qu'on a donné le mouton en gardant la corde, ça ne tournera pas non plus. Alors, c'est dire simplement que les mentalités ont effectivement changé en la matière. Ça ne va pas. Vous avez parlé peut-être de la pérennité de tout ça. Oui. Il y a deux leviers importants sur lesquels reposent les réformes du parti du président Talon, qui aujourd'hui sont des leviers importants, qui font que ça ne pourrait jamais être comme avant. C'est le parrainage
et c'est le seuil seuil de de représentativité. représentativité. Ces deux leviers sont que vous ne pouvez pas, sur un coup de patte, vous ne pouvez pas. On ne peut pas avoir 10 partis au Parlement. On ne peut pas. Je vous ai dit, le maximum qu'on pourrait, possible, c'est 5, par exemple. 5, maxi. L'environnement ne peut pas autoriser plus de 5 partis. Donc, du coup, quand vous regardez, vous analysez, les autres vont aller où? Ils peuvent faire 50, c'est pas un problème. Mais ils ne peuvent pas être 50 pour aller aux élections. En tout cas, la présidentielle ne peut pas avoir plus de 10 personnes, sauf si on change de test. Donc, c'est une avancée. Après, les gens sont libres ils sont libres. Quand vous allez aux États-Unis, on voit 2 partis qui vont à la conquête du pouvoir. Mais en bas, il y a plein de sous-partis reliés aux deux. Il y a plein de mouvements en bas. Déjà, l'action militante n'est pas aussi homogène qu'au sommet. Mais après, ils sont des militants démocrates ou républicains, mais ils sont extrémistes, ils sont centristes, ils sont ci, ils sont ça, à l'interne, et ils donnent leur voix. Il y a des mouvements. Exactement. Donc, c'est la même chose qui va se passer ici. Vous avez vu les mouvements, comment ils se sont multipliés pour demander à Patrice Talon d'être candidat. Après, ces mouvements-là sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Ces mouvements-là ont la latitude d'exister. Mais il ne peut rien faire d'autre que d'exister. Il ne peut pas aller aux élections. Il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas allier des candidatures. Il ne peut même pas faire alliance. Donc, du coup, ils peuvent donner de la voix. Mais ils ne peuvent faire ça. Alors, si vous voulez donner de la voix à l'article 24, l'article 23 de notre Constitution, vous leur donnez la latitude de faire tout ce que vous avez envie de faire dans le cadre d'appartenir à votre association, à tout groupement, à tout ce que vous voulez. Tout en respectant les lois en vigueur, pas plus, pas moins. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, c'est vrai que nous avions évoqué avec vous ce que propose donc le parti RLC, le modèle économique et social. Vous savez, avec notre deuxième invité dans l'entretien, il était question quand même de la perception que nous avons du hautement social, parce que c'est quand même une promesse du président Patrice Talon, le hautement social, avec quelques initiatives par ici, avec les assurances, avec la cherté des denrées alimentaires. On trouve que le hautement social donc est à l'épreuve de ces choses, d'où on se pose la question. Justement, le hautement social, c'est concrètement quoi? Ou quel modèle pour la gouvernance de notre pays, Agapit Napoléon Maforican? Il faut bien expliquer encore le hautement social. L'État ne devrait pas sortir pour expliquer. Non, écoutez, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse accrocher à des mots comme des slogans. Et le chef d'État a parlé dans un contexte donné. Et dans son propre discours, dans le même discours, il a quand même ébauché quelques grandes lignes de ce qu'il a envie de faire. Et donc, il suffit de regarder un peu son projet de société pour le second mandat et attendre peut-être que le programme d'action du gouvernement peut-être soit rebâti. Après révéler le Bénin, peut-être qu'il y aura quelques retouches un peu à ça à l'horizon 2026. Donc, en dehors de ça, le hautement social, c'est quand même pas... Non, on ne change pas d'État. Il n'y a pas une manne qui va venir du ciel. On n'a pas la planche habillée. Nous vivons dans un environnement assez cohérent de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où il y a une règle de surveillance multilatérale stricte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors donc quand on dit le hautement social, non, restons un peu lucides en disant oui, il y aura le renforcement des mesures sociales qui ont commencé. Beaucoup plus, les gens sentiront plus le social sans doute qu'au premier quinquennat. Parce qu'au premier quinquennat, il a fallu tout remettre à zéro, rebâtir avant qu'on commence par redistribuer. Aujourd'hui, les routes sont là. Vous roulez paisiblement. Les écoles finissent l'année tranquillement. Les centres de santé ne connaissent plus les grèves sans. Donc vous pouvez aller dans les centres de santé publics facilement. Alors avant, c'est systématiquement les privés ou le CNHU. Bref, il y a les cantines qui tournent. Hein? Même s'il y en a qui pensent qu'ils vont donner petit déjeuner, goûter, dîner aux enfants. Mais ça, c'est de la démagogie. Alors donc, le hautement social encore, c'est quoi? C'est peut-être donc de maîtriser un certain nombre d'autres flux. L'assurance pour tous, c'est du social. Le projet Assurance pour tous, c'est du social. Parce que... Ça demande à ce que le citoyen débourse de l'argent pour ça. Combien? Pour combien? C'est là le problème. C'est-à-dire que... Quel que soit le montant, le citoyen, c'est qu'il n'avait pas prévu ça. Il n'a pas prévu. Ouais.
L'État-providence est terminé. L'État-providence n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Même en Chine, qui fait la démocratie populaire, ce n'est pas un État-providence. C'est une économie qui est dynamique. C'est des gens qui travaillent pour produire la richesse. Ça ne se distribue pas à la perle. Alors, Cuba, vous devez travailler. Le système est plus social. Mais à quelle hauteur et pour quelle aisance de vie? Vous regardez aujourd'hui là où on pense encore à des bribes d'État-providence, vous vous rendrez compte que cette affaire-là n'existe plus. Parce qu'il faut produire avant de distribuer. Vous allez, comment vous voulez distribuer ce que vous n'avez pas? C'est aussi simple que ça. Donc, quand les gens crient, ceux qui en ont crié, c'est dramatique. C'est dramatique. Moi, j'estime que dans tous les pays, le modèle social s'appuie toujours sur ceux qui en ont. Le modèle social, parce qu'il faut bien tirer de quelque part pour redistribuer. On ne peut pas aller voler pour partager l'argent. Et comme je dis, si vous faites marcher la planche à billets, l'inflation va tuer et puis vous allez vous retrouver les gens auront des kilos ou bien des salles pleines, des salles pleines de billets de banque qui ne peuvent plus être utilisés parce que le marché n'existera plus. Il y aura plus de billets en circulation que de billets à acheter. Donc du coup, ça chute. Il faut nécessairement un équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on met dans hautement social? Lorsque des gens indélicats font sortir les produits vivriers, par exemple, alors qu'on est dans un régime du marché où on ne fait plus, un système de marché, on ne fait plus le contrôle de prix systématiquement, et qu'au lieu que chacun joue la discipline, les gens préfèrent aller vendre leurs produits vivriers à l'extérieur, dans les frontières poreuses que nous avons, ils passent les frontières avec parfois même la condescendance ou la complicité des fonctionnaires de l'État. Alors lorsqu'on fait ça, et les produits coûtent par ailleurs cher, comment vous voulez? Et alors, comment vous voulez que l'État fasse? Oui, l'État va faire sa part du job, comme le Conseil des ministres l'a dit. Mais il se fait que c'est l'indélicatesse à l'interne. Donc, à mon avis, oui, le hautement social dont on parle n'est pas de la providence. La manne ne descendra pas du ciel, à moins que le chef de l'État reprenne, ou bien le porte-parole du gouvernement, puisqu'il a d'autres créneaux, il a des créneaux pour nous parler. Donc peut-être qu'il nous dit que c'est ça. Mais à mon entendement, à ma lecture, et pour l'avoir déjà écouté une fois quand même sur la question, je ne pense pas que la manne descendrait du ciel. Alors donc que chacun ce n'est d'ailleurs pas son avis. Que chacun se remette à travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, qui n'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. Donc si on ne produit pas, on ne peut pas partager. S'il ne pleut pas, les produits ne peuvent pas croître. On ne peut pas faire de la bonne récolte. Or, si nous passons tout le week-end à empêcher la pluie, parce qu'on a des cérémonies à faire, à gore. Les chasseurs de pluie. La gore du vendredi à lundi. Alors, on peut comprendre quand même. Bon, parfois, vous savez. On a besoin de se déstresser par ailleurs. L'affaire de pluie, bon. Comme on l'appelle. Donc, on fait, c'est un peu peut-être dans nos habitudes, mais quand même, si on passe tous les week-ends à empêcher que la pluie tombe, finalement, la pluviométrie va prendre un coup. Et donc, vous voyez, donc, il y a plusieurs facteurs en jeu. C'est sûr que le président Talon et son équipe, le président Talon a une idée claire de ce qu'il a envie de faire quand il parlait de hautement social. Mais il ne faut pas que nos compatriotes, et surtout pas que les intellectuels, et certains types d'intellectuels, utilisent cela comme galvaude de l'expression et au fin de faire croire que dès que n'importe quoi, on dit ah oui mais ça, pourtant on a promis le hautement social. Non, le hautement social, c'est pas un nouveau paradigme, c'est justement une assurance du chef de l'État qu'il sera plus attentif à un certain nombre de choses, mais qui ont été déjà enclenchées. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de... Quand on parle, on parle par exemple de l'assurance pour tous, oui, vous avez dit que les gens vont débourser. Lorsque vous sortez 10 000, je ne sais pas pour une assurance, je ne sais pas... Entre 10 à 15 000 au plus, voilà, pour les motos. Voilà. Lorsque vous avez ça, et votre moto fait un accident, vous croyez quelqu'un. Même tout à l'heure, en quittant Porte-Nouveau pour Cotonou, j'ai dit avec quelqu'un qui allait connaître le problème véhicule, par exemple. Alors, s'il était assuré, normalement, je suis sûr que les dégâts vont dépasser 15 000. Mais il est prêt à dépenser les 15 000 que d'aller souscrire une assurance de 15 000. C'est ça le problème. On demande aux gens de porter le casque, ils refusent. Et après, quand ils font un accident,
hémorragie, il débouche pour faire le scanner, aujourd'hui avec l'IRM. Et il tape, il tape à toutes les portes pour avoir de l'argent pour sortir la personne donc de l'urgence. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prévenir? Dans un pays où il y a moins d'accidents, dans un pays où la mortalité diminue, dans un pays où les populations se portent mieux du point de vue santé, mais la croissance se fait remarquer parce que la population active produit. Et tant qu'elle produit, on ne peut que aller vers une certaine croissance avec une bonne gestion des ressources et des devises. Donc, rien ne peut se faire sans travail. Et ne peuvent travailler que les hommes. Et quand les hommes en âge de travailler, c'est pas, ne demandez pas aux octogénaires de produire de la richesse. Ils ont fini. Ne demandez pas aux septuagénaires de produire de l'argent. Ils ont fini. Ils peuvent encadrer. À la limite, les sexagénaires. Mais là encore, jusqu'à quand? Jusqu'à où? C'est pour vous dire que les gens, quand ils sont en âge de travailler, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils produisent. L'État-providence, il ne faut pas l'attendre. Il y a quand même, l'autre disait que nous avons l'impression que nous sommes dans un état de loi. D'autres estiment que nous sommes carrément dans un état de tasse. On tasse beaucoup. Ceux qui doivent être taxés. Si vous n'avez pas de voiture, est-ce que vous allez payer des taxes? Par exemple. Si vous n'avez pas de moto, vous ne payerez pas. On taxe ceux qui doivent être taxés. Non, le budget est essentiellement fiscal. On veut des routes, on veut des lumières, on veut un système social. Mais comment vous voulez qu'on finance que ça fait financer? Et les gens veulent être heureux. Ils dépensent des millions, les week-ends, des centaines de mille pour Agor, uniformes, des trucs, des bagues, chaînes, chapeaux, tout, chaussures. Mais ils ne peuvent pas payer un peu. Mais le système social qu'ils attendent, c'est également un système de partage en réalité. Donc, vous ne pouvez pas être heureux tout seul. Et donc, dans de tels systèmes, les plus riches payent un peu plus pour les plus pauvres. Donc, c'est comme ça. Les plus riches font fonctionner l'appareil. Et l'État crée les conditions pour qu'ils s'enrichissent davantage parce qu'ils produisent. C'est grâce à eux que ça tourne. Les tranches, au niveau... je n'ai pas savoir qu'il y a des tranches sociales. Je ne sais pas si ça au niveau donc de l'électricité, de l'eau, par exemple, des tranches sociales. Alors donc, parce que ceux qui en ont plus, ceux qui consomment plus, payent plus. C'est normal. Le système est là. Tant que vous avez l'électricité régulièrement, et ça vous permet de faire tourner votre entreprise, vous payez. Vous payez. Vous mettez les prix en conséquence. Mais vous, après, l'État vous prélève les impôts qui lui permettent de réaliser les ouvrages ou de payer les services d'enseignants, de médecins, de santé et autres. Et ce que moi, consommateur en dernier ressort, j'achète cher parce que je contribue, moi je suis le dernier consommateur, le producteur, lui, il va mettre les coûts qu'il faut pour pouvoir faire un truc avec bénéfice. Mais il file, c'est moi qui dépense plus. Mais au moins, moi, je bénéficie des ouvrages sociaux, et voilà, donc des réalisations sociales qui atténuent un peu ce que je dépense d'une manière ou d'une autre. Quand vous regardez, c'est comme ça que le système peut tourner. Après, l'État l'État fait la régulation et fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre selon les exigences du moment. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que nous comprenions qu'on ait un peu un sens de solidarité en sachant que quand vous l'avez, il faut le partager d'une manière ou d'une autre. L'État, c'est nous tous, c'est pas des individus. Et ceux qui sont élus ne sont pas là pour faire de la magie, pour faire tourner l'appareil. Ils sont élus pour utiliser l'existant, à mieux les utiliser, les orienter ou les réorienter pour que l'appareil puisse tourner. Mais ils ne sont pas des magiciens. Et donc pas pour distribuer de l'argent? Certainement pas. Ils vont trouver l'argent là-haut. Ils vont trouver l'argent là-haut. Il ne faut pas que les gens s'illusionnent. Il ne faut pas que les gens s'illusionnent. Après, oui. En fait, la désillusion, c'est-à-dire que le hautement social, il ne faut pas croire que c'est la distribution de l'argent. Enfin, moi, si j'avais à aller penser à ça, maintenant, je ne sais pas si, peut-être que quelqu'un nous dira que c'est ça, mais moi, vous savez, si demain, une voie plus officielle, la mienne est purement privée, et si une voie officielle nous dirait que, ah ben, écoutez, nous, dans notre entendement, c'est le partage de l'argent, ah ben, je dirais que bon, voilà, le gouvernement a trouvé les moyens de trouver l'argent pour partager. Mais alors là, il le partagera
Pour à qui et jusqu'à quand? À qui et jusqu'à quand? Bon, il y a fait les frais de cette affaire. Il s'est enlisé vers 2012, parce que simplement de 2008 à 2007-2008, on a augmenté ci, on a fait ça, on a relevé ci, et puis après, les gens ont dit, bon, maintenant, payez-nous le taux régulier, l'État nous doit tel taux, et puis voilà, il a dit, non, je vais augmenter pour telle catégorie, mais pas pour telle autre. On dit, ah non, 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 c'est pour tout le monde. Bref, il faut faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans des situations difficiles à gérer. Le Bénin s'est maintenu presque après, malgré Covid-19, à un niveau de croissance 7 normal, mais quand même assez, on a quand même perdu un peu des poils. Donc, comme tout le monde entier, nous on s'est peut-être mieux maintenu. Mais si on ne sait pas prendre les bonnes mesures, on va tomber. Et or, les infrastructures que vous voyez aujourd'hui, l'asphaltage, entre autres, mais on parle de centre. L'accessibilité à l'eau. À l'eau, par exemple, les cantines scolaires, comment on appelle, le microcrédit, tout ça et beaucoup d'autres, notamment l'État veut construire des écoles de métiers, l'État veut des lycées techniques, agricoles, plein de projets. Ces projets sont financés comment? Même les levées de fonds qu'on fait, il faut bien payer. Donc, ça vous dit que les charges, l'État en question, quel que soit celui qui est là, ne va pas aller voler pour faire tourner l'appareil. Ce n'est que l'argent de la fiscalité qui va toujours être utilisé. Nous n'avons pas, nous n'exportons, nous n'exportons pas, nous n'avons pas de produits industriels. On n'a pas une industrie qui nous produit, qui nous permet d'exporter. Nous ne sommes pas un pays qui impacte dans le commerce extérieur. Alors, donc, nous devons faire beaucoup d'efforts et beaucoup attention pour ne pas tomber. Je pense que ceux qui comprennent ces choses doivent les mieux expliquer pour les populations un peu à la base. Or, ce fait que c'est au niveau de ces élites-là que certaines velléités, disons, de facilité naissent. Et on retoque on chante du matin au soir, hautement social, hautement social. Je pense qu'il faut savoir raison garder, surtout, il faut se désillusionner. Le hautement social ne peut pas être une bataille d'argent. Ça peut être l'amélioration de certaines conditions, le renforcement de certaines mesures de départ, un certain nombre de choses à mieux faire, et peut-être quelques autres idées, peut-être que nous connaîtrons, que nous comprendrons bientôt. Quand le gouvernement va peut-être vouloir faire une sortie claire sur... Et d'ailleurs, ce que vous évoquez, voilà. c'est ce que d'ailleurs le porte-parole du gouvernement a évoqué vendredi dernier. Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre décryptage, le décryptage de la semaine.